Dans cette compétition pour les normes que vous nous avez décrite, est-ce que les confessions, les idéologies ont un statut spécifique? Oui, les religions, les idéologies aujourd'hui constituent des forces tout à fait structurantes, ou plus exactement des vecteurs pour conduire cette compétition pour les forces profondes, c'est-à-dire pour les normes. C'est a priori peut-être contradictoire parce qu'on oppose souvent la religion et l'idéologie. D'abord parce qu'il y a eu des époques différentes. On considère souvent que la religion c'était une période des relations internationales beaucoup plus ancienne, où il y avait des guerres de religion. Alors que l'idéologie serait plus contemporaine. On songe à la guerre froide, par exemple, avec cette opposition entre le libéralisme des démocraties capitalistes, du côté bien sûr de l'Occident et des États-Unis, et puis le socialisme du côté de l'ex-Union soviétique. En réalité, aujourd'hui, on assiste à un retour combiné des deux, parce que ce sont la religion comme l'idéologie, ce sont des facteurs de mobilisation ou des canaux de mobilisation ou des véhicules, comme on voudra, extrêmement puissants. Ça permet de mobiliser dans le village mondial, pour utiliser l'expression consacrée, des populations entières qui elles-mêmes d'ailleurs vont s'exprimer, contribuer, puisque nous sommes à une époque du web 2.0, ou en tout cas de la participation directe d'un certain nombre d'individus au débat international par le biais bien sûr des réseaux sociaux, etc. Alors qu'est-ce qui mobilise aujourd'hui? De ce point de vue-là, on est, c'est vrai, entré dans une ère post-matérialiste. Aujourd'hui, la religion fait un grand retour, on le voit, il y a beaucoup de débats bien sûr sur l'islam, mais pas seulement. On le voit aussi avec les chrétiens, la droite chrétienne américaine, on le voit dans beaucoup d'autres pays du monde, l'hindouisme en Inde, et on pourrait comme ça toutes les citer, ou presque. Et en même temps l'idéologie, qui n'est pas morte, que l'on a vu un peu trop vite enterrée après la fin de la guerre froide, puisqu'on s'est dit ça y est, c'est terminé. On se souvient des ouvrages de Fukuyama, la fin de l'histoire, autant dire c'est terminé, maintenant il y a une idéologie qui a triomphé, donc il n'y a plus de guerre idéologique. Tout ça est probablement faux. Aujourd'hui, il y a bien sûr un affrontement, non pas des religions en elles-mêmes, mais du discours religieux, ou en tout cas une lecture par le religieux, qui est parfois opérante, parfois peut-être artificielle. Par exemple, on réduit tout au Moyen-Orient à un affrontement chiite-sunnite, c'est sans doute plus compliqué que cela. En tout cas, c'est vrai que ces religions sont instrumentalisées dans le cadre d'une lutte stratégique. L'idéologie, pour autant, n'est pas morte. L'idéologie, elle s'exprime, par exemple, dans la droite américaine ou dans une certaine gauche européenne. La bataille pour des idées, la bataille pour des grandes visions du monde, elle est loin d'être terminée. Il y a très clairement aujourd'hui une vision du monde qui favorise l'autorité, qui pense qu'il y a un besoin d'ordre, que les notions de souveraineté, d'intégrité territoriale doivent en tout cas être structurantes. Et puis il y a toujours ce discours libéral, plus occidental, c'est vrai, assez européen, sur le besoin au contraire d'un décloisonnement, d'une sorte de mondialisme, d'une sorte d'universalisme, qui est un discours libéral. On va retrouver de plus en plus dans le discours aujourd'hui des clivages qui sous-tendent quand même cet affrontement idéologique, y compris d'ailleurs dans des débats nationaux. On a entendu récemment, ou il y a quelques semaines, et en réalité depuis quelques mois et depuis quelques années, une interprétation possible des débats français de politique étrangère autour d'un clivage qu'on appelle d'un côté gaulo-mitterrandien, de l'autre ce qui serait un néoconservatisme à la française. On l'a vu aussi aux États-Unis, on a bien compris aussi que la politique étrangère d'Obama n'était pas celle de son prédécesseur, ni encore moins de son successeur. On voit qu'il y a des visions du monde, qu'il y a derrière des luttes pour transformer le monde vers une certaine direction, sinon un certain idéal, mais en tout cas pour imposer un certain type de construction, de structuration des enjeux internationaux. C'est tout à fait stratégique. Les États-Unis le disent, l'admettent. Ils ont une grande stratégie, c'est-à-dire un certain nombre de priorités et d'impératifs pour défendre leurs intérêts dans le monde. Parmi ces impératifs, il y a le maintien d'un ordre international libéral, d'une gouvernance internationale par des institutions qui favorisent la vision du monde et les intérêts des États-Unis.
Aujourd'hui, par exemple, cette vision est contestée par la Chine, par la Russie ou par d'autres qui ont d'autres plans, d'autres visions pour le monde qui favoriseraient davantage leurs intérêts. Tout cela, effectivement, passe par des propositions, par des projets, par des discours qui ne portent plus sur le matériel, mais qui portent sur le spirituel, qui portent sur les idées. Et donc, cette compétition est toujours extrêmement forte, elle sous-tend totalement aujourd'hui encore les relations stratégiques internationales. Il serait une erreur grave de considérer qu'il n'y a que le matériel, que la lutte pour les ressources, pour le pétrole, pour l'énergie. La vision de l'ensemble des relations internationales et ce que l'on veut en faire est au cœur aujourd'hui des luttes d'influence.